Donc je vais m'introduire moi-même. Encore que mon nom est déjà écrit sur le grand écran, donc c'est assez impressionnant, surtout ce terme de nouveau héros. Donc bonjour à tous. Moi aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Je vais procéder à un exercice nouveau pour moi, puisque je vais vraiment vous raconter une histoire, et donc sans utiliser d'image, alors que je suis quelqu'un qui vient de l'image. Donc cette histoire, elle commence à la fin du XXe siècle, au moment de l'avènement d'une révolution qu'on appelle la révolution digitale, et peut-être à un moment où on ne mesure pas qu'au-delà de la question du digital se joue vraiment une question de civilisation dans son histoire même. Et quand j'utilise le mot histoire, c'est évidemment à dessein. Donc en fait, vous êtes tous le héros de votre propre histoire, évidemment. Vous êtes influencé par l'histoire de vos parents, par la culture ambiante, par l'ensemble des histoires qu'on vous a racontées, étant petit, les contes, les légendes, toutes les histoires que vous avez pu lire, voir au cinéma. Et à un moment donné, tout se mélange. Quand on est enfant, on a ce moment magique, en fait, où la vie se mélange entre une dimension fictive, une dimension presque féerique, et puis la réalité qui petit à petit s'introduit dans votre quotidien. Et donc la révolution numérique, elle a créé une espèce de dichotomie entre d'un côté un monde physique, celui qu'on connaissait, et puis un monde qu'on a justement appelé plutôt le monde digital, qui s'est superposé au premier comme une espèce de peau qui s'est collée sur le monde, une peau de données. Donc, jeune étudiant aux Arts Déco que j'étais, je découvre cette révolution en passant par le biais des médias qui sont à notre disposition, notamment le dessin, et je découvre les joies, les mystères et toute la révolution de l'interactivité, des nouvelles formes d'expression, des nouveaux médias, que je prends à bras-le-corps, puisque je participe à quelques-unes des aventures digitales de l'époque, ce qu'on appelait les CD-ROM culturels, le Louvre, etc. Ce qui était absolument passionnant. Et puis à l'aube, à l'orée de ce XXe siècle, cette dichotomie, elle devient de plus en plus évidente. Et j'ai une forme d'intuition qui se concrétise dans une rencontre, puisque avec une architecte, on décide de créer un collectif qui s'appelle Electronic Shadow. On est en 2000. Donc Electronic Shadow, l'ombre électronique, c'est une façon en fait de sensibiliser le public naissant, ce public digital naissant, sur le fait que, en parallèle de leur existence physique réelle, il y a un être qui est en train de grandir. En 2000, il est encore balbutiant. Les datas qui le concernent sont à peu près gérées par des grandes organisations, des États, les banques, mais tous les gens qui ont vécu au XXe siècle ont déjà pu faire l'expérience de cette ombre électronique, ne serait-ce qu'en se rendant à un guichet de banque. Vous faites la queue, vous donnez votre nom, la personne au guichet va taper sur son clavier, et puis il y a une série de chiffres avec des zéros qui sont plus ou moins proches de la virgule, et là son comportement envers vous va changer. Et ce n'est pas le comportement envers vous, évidemment, c'est le comportement envers déjà cet être de data qui est une représentation de vous, qui est votre double financier. Donc ça, c'est à la fin du XXe siècle. Sauf que voilà, cette ombre électronique, nous, notre sentiment, c'est qu'elle va grossir, qu'elle va être de plus en plus importante, et que cette relation un peu hybride entre la réalité et l'immatériel va se développer. Sauf qu'au-delà de l'immatériel, en fait, se joue la question de la fiction, puisque finalement, cette frontière est beaucoup moins la frontière entre la réalité et le monde digital et le virtuel qu'entre le réel et la fiction, les histoires qu'on raconte. L'histoire avec un grand H, qui est faite des traces qui ont été laissées, des faits, de ce qui peut être prouvé, mais aussi de notre patrimoine génétique. Et puis, c'est toutes ces petites histoires, tous ces motifs qui sont récurrents, qu'on peut retrouver quasiment comme quelque chose de vivant, qui traversent les civilisations, que ce soit les contes, les légendes,
les religions, tout ce qui va se passer d'une génération à une autre, ce qu'on appelle en fait les mèmes, qui vont créer en fait une espèce de rail sur lesquels les civilisations, le train de la civilisation arrive jusqu'à nous. Et on a donc ces deux rails, avec d'un côté cette histoire, les faits, la réalité, quelque chose de très très tangible, et puis de l'autre côté, ces histoires qu'on raconte, ces idées qu'on a, la traduction artistique qu'on peut avoir du réel. Et les deux s'influencent, les deux avancent en parallèle. On n'oublie pas évidemment que Jules Verne a envoyé des hommes sur la Lune bien avant la NASA. On n'oublie pas que les motifs mythologiques sont ceux qu'on va retrouver dans l'ensemble des histoires qu'on va raconter tout au long de l'existence de l'être humain. On n'oublie pas qu'il y a des motifs qui sont récurrents, puis il y a des choses qui nous échappent. Les religions sont nées il y a très longtemps, et puis elles se répètent de génération en génération, et elles dépassent le cadre de notre réalité physique. Et puis on arrive à ce point, justement, de la révolution digitale, où ces rails commencent à se rapprocher. Où finalement on se rend compte que l'évolution de la technologie, elle s'approche de l'évolution de la narration, de la manière de raconter des histoires. Et donc nous, avec Electronic Shadow, c'est ce qu'on expérimente. En 2001, on crée une installation qui est partagée entre Helsinki et Palerme, où en fait on projette le public dans un seul et même espace, les deux espaces étant connectés via Internet. Et puis en 2003, on invente un procédé qui s'appellera après le mapping vidéo, qui consiste à projeter des images dans des volumes et de faire en sorte que le public expérimente physiquement l'espace à l'intérieur de l'image. Donc l'espace et l'image deviennent une espèce de matériau hybride. Et d'ailleurs, je suis assez heureux de pouvoir en parler ici à 618, puisque la première édition de cette exposition salon était dans un décor qu'on avait créé dans cette dimension de projection digitale et d'ambiance, de rentrer en fait dans une expérience qui était au-delà de notre perception physique de la réalité. Donc ce qui peut susciter des idées, des images, etc. Donc Electronic Shadow, c'est un parcours artistique qui est fait de dizaines d'expositions, plusieurs spectacles. On crée un spectacle avec Caroline Carlson sur ce thème qui s'appelle Double Vision, justement cette vision mixte entre la réalité et l'imaginaire, dans le rapport à la nature évidemment, et à la culture, encore ces doubles rails. Et pendant ce temps, en fait, pendant ces 10 années, cette première décennie du XXIe siècle, cette prophétie, elle se réalise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun d'entre vous, dans cette salle, en moyenne, possède environ 150 comptes sur des plateformes digitales diverses et variées. Ça va de votre compte Gmail à votre compte Facebook, Instagram, etc. Il y a une moyenne qui a été révélée récemment, 150 comptes par personne, autant de mots de passe, certains que vous oubliez. Et ces comptes, en fait, ils créent un peu le contour de votre double numérique, de votre ombre électronique. Et ils sont alimentés chaque jour par l'ensemble des datas que vous produisez. Donc il y a une partie des datas que vous produisez volontairement, sont les images que vous partagez avec vos proches, ce que vous essayez de communiquer. Et puis il y a toute une espèce de nuage de données que vous ne choisissez pas nécessairement de partager. C'est simplement où est-ce que vous êtes, à quelle heure vous êtes à cet endroit, est-ce que votre téléphone a 15% de batterie, 20% de batterie, etc., etc. Donc cette quantité phénoménale de données qui se compte en téraoctets pour chacun d'entre vous, c'est l'ombre électronique dont on parlait en 2000, quelque chose qu'on finit par ne plus maîtriser. Bon, c'est devenu un problème, on en parlait récemment, c'est vraiment au cœur de l'actualité. Et en même temps, ça a créé les conditions d'une nouvelle réalité, et du coup de nouvelles histoires à raconter. Et c'est dans ce contexte, en fait, que, en même temps, avec un petit peu de recul sur ce qui s'était passé pendant ces 10 ans, qui ont été pour moi 10 années ultra technologiques, avec justement l'innovation au cœur, des installations très sophistiquées, coûteuses, avec beaucoup de
de moyens, de lumière, de projecteurs, ce rapport entre justement la matière, la lumière, l'expérience, mais toujours pour raconter des histoires, ou pour caricaturer, entre guillemets. On faisait l'expérience de la nature à travers une machine remplie d'énergie qui envoyait des images de la nature qu'on avait filmées avec une autre machine dans une espèce de... franchement, c'était absolument passionnant, mais un besoin de se recentrer. En tout cas, pour moi, un besoin de me recentrer et de revenir à l'essentiel. Ce qu'on appelle dans la vie de chacun la crise de la quarantaine. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté, et pour les autres, vous verrez, ça va bien se passer, c'est plutôt cool. Et donc cette crise de la quarantaine, elle a accompagné cette espèce de trop-plein technologique, mais en même temps un univers qui avait changé. L'ombre électronique, on l'avait annoncé, elle est survenue. En 2010, tout le monde en a une, et elle crée les conditions, comme je disais tout à l'heure, de nouvelles histoires. Et c'est à ce moment-là que je me dis, j'en ai un peu marre de passer ma vie derrière des écrans dans le noir, à mettre les gens dans le noir et leur raconter des histoires dans le noir avec des superbes images filmées dans la lumière, mais qu'on est obligé d'expérimenter dans le noir. Je vais prendre l'exemple des impressionnistes. Les impressionnistes, en fait, ce qui les a libérés de leur atelier, ce qui leur a permis d'aller peindre sur le motif, de sortir de leur atelier, c'est l'invention du tube de peinture. Et le tube de peinture, pour nous les artistes digitaux, ça a été le portable, les téléphones mobiles, qui nous ont permis en fait d'avoir quasiment cette puissance technologique des machines qu'on utilisait précédemment, mais de pouvoir se promener avec, et surtout, encore plus important, c'est qu'elle n'était pas réservée justement aux seuls techniciens de la technologie, aux artistes technologiques, mais que tout le monde en avait un sur soi. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir passer à la slide suivante, qu'en dessinant sur une feuille blanche, j'ai créé ce personnage qui s'appelle Elix, que voilà. Non mais c'est bien qu'il ne soit pas là, parce qu'en fait, justement, il est d'abord dans notre imaginaire. L'idée, ça a été justement de passer du média numérique au média du dessin, de le projeter dans le numérique, salut toi, et de faire une recherche en fait, graphique qui traduisait ce retour à l'essentiel. Donc je vous dis la crise de la quarantaine, hein, ça ressemble à ça, la crise de la quarantaine. C'est très drôle, parce qu'on parle souvent de dessin d'enfant, mais effectivement, il fallait que j'attende 40 ans pour sortir un truc comme ça, et je continue à faire ça. Et en fait, voilà, c'était une recherche en fait, de décaractérisation. Quand on crée un personnage de fiction, en fait, on pose une page devant soi et puis on écrit un certain nombre de traits de caractère. Il a cette taille, il est de telle couleur, c'est un homme, c'est une femme, il a tel trait de personnalité. Et moi, j'ai fait l'inverse, en fait, j'ai tout enlevé. Mais un peu comme on va essayer de travailler une épure. Il n'a pas de nez, il n'a pas d'oreille, il n'a pas de cheveux, on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme, c'est en tout cas avant tout un dessin. Il est effectivement dessiné, ses membres sont dessinés comme ça, comme des bâtons, donc ce qui fait penser à un dessin d'enfant. Et puis je cherche les caractéristiques en fait, qui peuvent être communes à chacun d'entre nous, en tout cas qui puisse être un média, qui puisse interpeller n'importe quelle personne autour de la planète. Pourquoi n'importe quelle personne autour de la planète? Parce qu'évidemment, c'est un personnage digital. Il a beau être un dessin, à partir du moment où je le publie sur un compte comme vos 150 comptes, il devient aussi réel que vous, hein, dans une entente de la réalité qui est évidemment celle du digital, qui était toute la question. Donc c'est ce que je fais. Je commence à le publier sur Facebook. Et puis les gens me demandent, déjà ils sont étonnés, parce qu'entre ce que je faisais, les projections partout, les choses très sophistiquées, et puis ça, je dis mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Et la question qui revenait le plus souvent, surtout, c'était comment il s'appelle. Moi, j'avais aucune idée de comment il s'appelait, puisque c'était un dessin. Et en fait, la projection du public a commencé à le faire exister, et dans la réflexion, comment il s'appelle, la réponse a été très rapidement Elix. Alors pourquoi Elix? Je vous le dis en 2 mots, parce que je peux durer assez longtemps là-dessus. D'abord parce que quand j'étais étudiant aux Arts Déco, ce qui me faisait vivre, c'était d'être illustrateur pour une revue. J'avais créé un personnage qui s'appelait XL. Je m'étais toujours dit que j'en ferais quelque chose, donc je l'avais inversé. Et puis LX, c'est le L d'Electronic Shadow, puis c'est surtout le YX, qui sont les 2 lettres qu'on retrouve dans l'ADN, justement de quelque chose qui soit commun à tout le monde. Et dans les traits de caractéristiques, en fait, déjà si vous voyez ça,
sa forme, sa tête et son corps, c'est un trou de serrure en fait, c'est quelque chose qui va vers l'ouverture. Ça c'est vraiment sa pose fétiche, les bras grands ouverts, et puis surtout le sourire. Le sourire, c'est un des 3 points communs qu'on partage tous. Parce que quelle que soit notre nationalité, notre langue, notre culture, on a tous sur le visage les 17 muscles qui nous permettent de transmettre, de partager avec l'autre ce message de je ne vous veux pas de mal. Et ça marche à peu près partout, essayez, il n'y a aucun endroit où on se vexe, à moins de faire un sourire narquois, mais c'est quelque chose en termes de dessin qui nous amène à se sentir concernés. Le deuxième point commun, je vais vous poser une question, c'est combien parmi vous dessinent aujourd'hui? Combien pratiquent le dessin? 1 personne, 2 personnes, c'est relatif, la proportion est juste par rapport aux assemblées de ce type, mais quand je pose la question dans des écoles maternelles, c'est évidemment toutes les mains qui se lèvent, parce que le dessin, c'est le premier média en fait, qui est disponible. C'est la première façon qu'on ait de s'exprimer et de traduire le monde qui nous entoure. Et ce truc-là, ça reste en fait. C'est-à-dire qu'en vérité, vous auriez dû tous lever la main. Vous ne dessinez pas aujourd'hui, mais vous avez tous dessiné un jour. Et ça ne s'oublie pas. C'est une relation qu'on a au dessin. Quand on voit un dessin, on imagine la main qui le dessine, et ça nous renvoie à notre propre existence, à notre propre enfance. Et l'enfance, c'est justement le 3e point commun, puisque si on est là aujourd'hui, c'est que nécessairement, à moins de venir d'une autre planète ou d'avoir fait un voyage dans le temps, on a été des enfants avant. Donc c'est 3 petits points communs assez simples. L'enfance, elle est intéressante parce que c'est un moment de la vie, j'en parlais tout à l'heure, où le réel et la fiction se mélangent, et surtout où tout est nouveau. Tout est nouveau et tout est magique. Enfin, c'est la phrase de Einstein qui dit qu'il y a 2 façons de prendre le monde, soit rien n'est magique, soit tout l'est. Et quand on est enfant et qu'on découvre pour la première fois un cheval, un arc-en-ciel, un paysage ou la mer, les vagues, etc., c'est complètement dingue. C'est un truc complètement magique. Puis la 2e fois, c'est pas mal, mais on l'a vu la veille. Puis la 15e fois, ouais, c'est chouette. Et puis, à nos âges, après, plus tard, on s'en fout. On oublie. En tout cas, on oublie qu'on a eu cette émotion. Et donc, Elix, il nous reconnecte. Le principe, c'est qu'il nous reconnecte avec cette émotion. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Parce que l'idée, ce n'était pas uniquement de dessiner un personnage, c'était dans cette logique d'hybridation entre la réalité et la fiction, de le faire se promener dans le monde réel. Donc, mon tube de peinture d'impressionniste, c'est mon téléphone, un tout petit carnet, un feutre, et de mettre Elix en situation dans la ville. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez trouver sur Internet, sur Instagram, etc. Et ça a duré un bon moment, jusqu'au jour où j'ai décidé de le faire exister pour de vrai. C'est-à-dire, ça m'intéresse, il se passe quelque chose, il y a quelque chose dans le regard du public, il y a une saturation des images digitales, il y a un vrai espace pour raconter cette histoire. Et vous avez vu sur la slide précédente, il y a écrit « Père de Elix ». C'est très important pour moi. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'organique. Je ne me considère pas du tout comme un dessinateur. Je me considère comme un artiste de médias. Et ce personnage et cette façon d'aborder la réalité est un média. Donc en 2014, je me lance à travers une première société qui vient me voir justement pour mon passé de créateur digital. Et nous dire voilà, on voudrait offrir une expérience digitale à nos clients. Cette maison, c'est Hermès, qui est une belle maison. Et donc au culot, je leur dis oubliez les installations digitales et projections. L'expérience digitale aujourd'hui, c'est ça. Et je leur sors Elix. L'idée, c'était ce que j'appelle une Elix Party, c'est-à-dire de donner aux gens des dessins qu'eux-mêmes mettent en situation dans leurs photos et partagent sur leur propre réseau, puisque finalement, on est passé de l'interactivité à l'engagement. Ce qui était important, c'est que justement de pouvoir partager ce signe avec les ombres électroniques de chacun. Et c'est comme ça, en fait, c'est que ça commence à devenir assez puissant. Donc, il commence à se diffuser. Personnellement, j'ai une expérience aussi assez intéressante en voyage en Indonésie, où je visite un parc animalier, et je dessine un Elix que je mets en scène devant un perroquet. Et le perroquet s'approche, il commence à taper sur le carnet, c'est assez drôle, je prends des photos, et j'entends des gens rire derrière moi. Donc je me retourne, là il n'y a rien. Et c'était une famille indonésienne,
donc avec ce que je suppose être un costume traditionnel. Ils ne parlent pas anglais, je ne parle pas indonésien. Je comprends qu'ils me demandent mon carnet, je leur prête. Ils font la même chose que moi, en fait, ils m'imitent. Alors, je pourrais revenir sur la notion du mème, mais dans la culture, il y a cette notion d'imitation. Donc ils m'imitent, ils ont cette expérience, ils prennent la photo, ça les fait rire à nouveau, on rit ensemble, ils me rendent le carnet et ils s'en vont. Et je les revois évidemment plus jamais de ma vie. Mais à ce moment-là, je comprends qu'on est sur une question qui va au-delà de la notion de réalité et de fiction, qui est une notion de langage, qui est vraiment, on a partagé un moment à travers une expérience qui passe par le dessin, mais qui passe surtout par la traduction commune, malgré nos différences de culture, de vécu, d'expérience, qui est identique et qui débouche sur une situation de sourire, de rire et de partage. Donc là, je me dis, bon, il y a quand même quelque chose à faire. Je prépare un dossier pour l'UNICEF en me disant, pourquoi ne pas faire un programme, par exemple, pour les enfants, mais qui pourrait être distribué un petit peu partout dans le monde. Et puis, il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe, puisque soit rien n'est magique, soit tout l'est. Mon téléphone sonne, et c'est quelqu'un des Nations Unies qui me contacte, en me disant, on a vu votre travail sur les réseaux sociaux, ça nous intéresse, on a une problématique, c'est nos 7 langues officielles, l'ensemble des pays dans lesquels on doit traduire nos messages, et il y a peut-être l'opportunité de faire quelque chose ensemble. Donc on commence à travailler ensemble en 2014 sur la campagne du sommet de New York qui va préfigurer la COP21 à Paris en 2014. Et il se passe un truc incroyable, c'est que les différents dessins que je leur confie, puisque la réunion a lieu à Bruxelles, c'est-à-dire le bureau d'information de l'Europe occidentale. Ils mettent ça sur un intranet qui est en fait un intranet mondial, et mes dessins se retrouvent partagés sur le compte officiel de l'ONU de Twitter. Ce qui fait un peu bizarre, et surtout avec les retweets, les likes, etc. Donc quelque chose qui se passe. Et puis ça fonctionne bien. Donc en 2014, je crée également pour les Nations Unies une version de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en partant, pareil, du principe, je ne sais pas si vous avez lu cette déclaration, on va fêter cette année le 70e anniversaire, il y a des articles qui sont très connus, tous les hommes naissent libres, égaux en droit, etc. Il y a des articles qui sont moins connus, c'est un texte juridique, c'est assez ardu, et donc c'est une version qui permet de rentrer dans le texte par l'image, et une image très inclusive, puisque potentiellement, elle peut être lue dans toutes les langues. D'ailleurs, la version, le livret a été traduit dans les 7 langues officielles, et il y a une plateforme vidéo qui a été créée, où on peut la visionner en 400 langues, et des langues orales aussi. C'est-à-dire qu'ils sont enregistrés, vous pouvez aller sur udhr.video, et vous verrez cette version. Et cette année, c'est également donc, le 70e anniversaire, une plateforme vidéo qui a été mise en place, où on a des leaders, des personnalités qui lisent des articles de la déclaration dans leur langue, et c'est ouvert, ça se termine par Elix. Donc ce travail se poursuit. En 2015, c'est les 70 ans de l'ONU, et je leur propose de faire un tour du monde en 70 jours, un peu à la manière de Jules Verne, justement. Et évidemment, je ne prends pas l'avion, et je n'ai pas le bilan carbone de nos dirigeants qui sauvent la planète. J'envoie juste les dessins un petit peu partout dans le monde, et ils sont pris en photo et en situation dans ces différents pays, et chaque jour, on partage un nouveau pays. Et donc, au terme de cette aventure, Elix, le personnage dessiné, virtuel, à travers les réseaux sociaux, à travers les plateformes qui se sont développées, Facebook, notamment Instagram, où il a eu pas mal de succès, devient, en 2015, le premier ambassadeur virtuel des Nations Unies. Ce qui est dingue. Enfin, c'est vraiment dingue. Et ça fonctionne bien parce qu'en fait, il est contre personne. C'est-à-dire, il y a un deuxième ambassadeur virtuel qui a été nommé après lui et qui a été retiré, c'est Wonder Woman, et en fait, qui a été jugé trop américain pour les autres pays. Celui-là n'est pas plus américain, qui peut être chinois, qui peut être français, italien, belge, africain du Sud. Qu'importe, puisque c'est avant tout un dessin. Et c'est de cette manière-là, en fait, que j'ai été contacté aussi en 2015 pour créer une version des objectifs de développement durable qui sont utilisés encore aujourd'hui et qui sont diffusés massivement dans les différents pays, qui sont utilisés par différentes institutions. Je continue à le faire exister
en fait, avec à la fois des institutions de ce type ou des ONG qui sont impliquées dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans les questions environnementales. On a certains partenaires ici, il y a le WWF, il y a Tara, la Fondation Nicolas Hulot, enfin un petit peu tout le monde. Et du reste, c'est la logique d'Helix, et c'est la manière dont j'envisage ce média, c'est de sortir en fait de... On sait très bien que si je vous hurle dessus pour vous convaincre de quelque chose, vous allez vous boucher les oreilles, parce que je parle trop fort. Alors que si je chuchote, vous allez tendre l'oreille, parce que vous avez envie de savoir de vous-même, parce que moi je ne vous force pas en fait. Et ça, c'est la logique d'Helix, que j'appelle un peu partout. Un petit peu, mais partout. Mais un petit peu, mais partout. C'est la logique du grain de sable, en fait. Si vous prenez un grain de sable, un deuxième grain de sable, à quel moment ça devient une plage sur laquelle on a envie de marcher? Donc avec cette stratégie, cette idée, cette façon de travailler, j'avance tranquillement dans la deuxième décennie de ce 21e siècle, pendant que justement, encore une fois, le Web 2.0 continue à faire de nous finalement des ressources inépuisables à data. C'est-à-dire que les plus grandes compagnies du monde, celles dont les valorisations commencent à flirter avec les 1000 milliards de dollars, on n'y est pas encore, mais c'est pas loin, 900 milliards pour Google, après Facebook, Amazon, etc., qui vivent en fait de ce qu'on produit à être humain, de collecter ces données, qu'on veuille les partager ou non. Et finalement, cette richesse immense qui est peut-être qui produit plus de valeur peut-être que notre propre travail, avec toutes les questions que ça pose, eh ben, elles sont en train d'engendrer la matière première brute de l'avènement d'une troisième phase, qui sera probablement justement la troisième décennie à partir de 2020. Et puis il se passe quelque chose en même temps, donc qui rejoint cet engagement, c'est que si vous connaissez la courbe de l'accélération technologique, vous avez entendu parler de la loi de Moore, c'est-à-dire ces ordinateurs qui vont comme ça, la puissance qui est exponentielle. En fait, ce qui est intéressant, c'est de superposer cette courbe à deux autres courbes qui sont identiques. C'est la courbe de la démographie au XXe siècle et puis la courbe du changement climatique, c'est-à-dire des particules de CO2 dans l'atmosphère et de l'effet de serre qui fait qu'on est tous là aujourd'hui, c'est-à-dire de trouver des solutions et justement de raconter de nouvelles histoires. Donc cette superposition, elle crée les conditions d'un moment un peu stressant, un petit peu comme si on était dans un film, c'est-à-dire qu'on crée les conditions d'un monde magique et en même temps, on crée les conditions de la fin de ce monde. Et tout ça à l'échelle de notre vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose, un événement qu'on peut voir de notre vivant. Et les deux rails dont je parlais tout à l'heure, de l'histoire avec un grand H et des petites histoires, il se réduit, et aujourd'hui, il devient un monorail. Donc Marshall McLuhan, que je ne vous présente pas, qui avait annoncé dans les années 60 cette phrase qui était vraiment prophétrice, le médium et le message, et EST, c'est la façon de dire qui est importante plus que le contenu de votre message. Il repose la question, finalement, des informations, des datas qu'on reçoit au quotidien, à savoir que vous pouvez dire quelque chose de faux, mais le dire tellement souvent et le matraquer tellement fort que ça devient une réalité. Évidemment, vous avez reconnu les fake news, qui ont le pouvoir de faire élire des présidents, qui ont le pouvoir de retourner des systèmes, et qui sont des formes de narration plongées dans le réel. Donc c'est le pendant noir, en fait, de ce que je décrivais tout à l'heure, mais qui est une démonstration que nous vivons dans un monde de fiction. Et que justement, il y a deux attitudes, il y a deux choses à faire. C'est d'abord, en tant que public, d'être extrêmement exigeant, prudent et fin dans notre analyse de la fiction et de la réalité. Et également pour les raconteurs d'histoires, pour les gens qui racontent des histoires, leur responsabilité qui est mise en jeu. Leur responsabilité de faire exister finalement les histoires qu'on raconte. Quand on voit que les plus grands succès du cinéma sont des histoires de conflits, de guerre, de violence, de lutte entre le bien et le mal, où en général,
9,9 fois sur 10, c'est le bien qui l'emporte. Mais aucun film, très peu, je ne sais pas, on peut en citer, je ne sais pas si vous pouvez en citer, des films qui commencent par la fin du film précédent, à savoir le bien l'a emporté, et maintenant c'est quoi le bien ? Qu'est-ce que c'est de vivre dans un monde idéal ? Non, c'est trop ennuyeux, ça laisse tomber, on ne va pas mettre 1 euro là-dessus. Si le bien a gagné, le film suivant, on va remettre le mal qui s'est réinstallé entre les deux, et puis on va refaire un combat entre le bien et le mal. Et ça vous fait des Star Wars à l'infini. Sauf que du coup, le challenge n'est pas très intéressant. Et surtout, on est en train de vivre cette lutte et ce conflit, et cette course contre la montre avec la question climatique. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps de rejouer du bien contre du mal. Il faut vraiment avoir des solutions. Tout ce qu'on voit ici dans ce salon sont justement des solutions, sont des belles histoires qu'on veut raconter pour dire que non, le combat n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le bien et le mieux. Que peut-être que le mieux est intéressant, qu'on pourrait sortir du mal. Et qu'en plus, on en crée les conditions. Qu'on a assez à manger pour tout le monde, qu'on a des technologies absolument incroyables qui pourraient nous libérer de tâches qui sont rébarbatives, et puis donner aux gens, enfin leur donner la possibilité de développer toute la part d'humanité qui est en eux, qu'ils n'explorent pas, parce que justement, leur data, les données qu'ils vont produire, a finalement aujourd'hui plus de valeur que la plupart des travaux, des métiers qu'ils font. Donc cet avènement, ce troisième avènement et cette troisième partie, en fait, j'ai utilisé la métaphore tout à l'heure des impressionnistes. Je vais utiliser une autre métaphore d'une histoire que vous connaissez, qui est l'histoire de Pinocchio. C'est un journaliste italien, Collodi, au XIXe siècle, qui raconte cette histoire d'un menuisier qui fabrique un pantin de bois, menuisier qui a cette envie de paternité. Il fabrique un pantin de bois qui est très très réaliste, et puis il y a une fée qui se penche sur le berceau du pantin et qui lui donne la vie. Et donc il a cette illusion, c'est comme un robot, l'illusion d'être vivant, et il fait tout, il a une espèce de rite initiatique pour devenir un vrai petit garçon. Et en fait, en repensant à cette histoire, je me dis, mais est-ce que je ne serais pas une sorte de Geppetto avec son Pinocchio, qui sourit, qui va se balader à travers le monde réel, physique, comme s'il était là, qui est ambassadeur de l'ONU, qui se retrouve dans des contextes réels, il est invité, je reçois des cartons d'invitation à son nom, il y a des gens qui m'appellent Elix, enfin, il existe vraiment, c'est comme s'il existait, mais sauf qu'il y a toujours besoin d'avoir un marionnettiste derrière qui le fait exister. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe même si moi j'arrête, ou est-ce que justement, il n'a pas acquis cet espace, cette ombre électronique lui-même, avec les données qui sont attachées, qui fait qu'il peut devenir autonome, qu'il peut se séparer de son créateur. Et la fée du conte de Pinocchio, est-ce que ce ne serait pas ce qu'on est en train d'inventer, de mettre en place à travers le concept d'intelligence artificielle ? Est-ce que ce qui ne fait pas peur aux gens, justement, dans l'intelligence artificielle, c'est le fait qu'il n'y ait pas de limite ? Que quand on parle à son téléphone, on ne sait pas où va la voix, on ne sait pas comment elle est traitée, par rapport à quelles informations, on reçoit des réponses qui sont terrifiantes parce que potentiellement la machine sait tout. Et est-ce que finalement, les gens qui racontent des histoires, les narrateurs, depuis la nuit des temps, quand j'ai parlé de caractérisation tout à l'heure, quand on écrit le caractère d'un personnage, est-ce qu'avec le langage d'aujourd'hui, on ne pourrait pas dire simplement que c'est de la création d'algorithmes. Et donc l'idée, c'est de se dire, oui, la fiction génère des algorithmes depuis la nuit des temps, qui sont en plus des motifs connus, les personnages qui ont un contour, qu'on connaît, avec lesquels on crée une relation. Les gens qui créent la relation avec Elix ne me connaissent pas nécessairement moi, d'ailleurs lui est beaucoup plus connu que moi, mais ça pourrait être intéressant, en 2018 vers 2020, de se dire que ce personnage pourrait devenir vraiment vivant ou donner l'illusion de la vie à travers l'intelligence artificielle. Donc voilà l'horizon que je perçois pour la suite à la fois de ces aventures, mais aussi de notre aventure collective dans le rapport du réel à la fiction, et de cette grande vigilance et cette façon d'apprendre à vivre avec les deux, avec la façon de raconter des histoires et avec notre façon d'étudier la réalité, dans un monde évidemment avec des enjeux qui sont extrêmement puissants,
puisqu'il est question de vie ou de mort. Hein. On parle de la perte de biodiversité, on parle du changement de comportement qui ne vient pas suffisamment vite, malgré toutes les solutions qui sont présentées. C'est quand même très très compliqué. Des grandes annonces, et puis concrètement, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on n'a pas besoin justement d'avoir des personnages qui nous accompagnent, qui nous guident dans cette route? Est-ce que justement cet avènement ne peut pas amener à quelque chose de mieux? Moi, j'en suis convaincu. En tout cas, c'est vrai que dès qu'on parle d'intelligence artificielle et dès qu'on parle de ce type de technologie, de blockchain, on va souvent les opposer aux questions environnementales, aux questions écologiques. Je pense qu'évidemment, et ce qu'on verra également demain dans les différentes conférences sur le sujet, sur la VR, l'intelligence artificielle, la blockchain, il y a justement dans ce monorail quelque chose à trouver pour raconter de nouvelles histoires et évidemment la vivre. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, des remarques. Bonjour, merci. C'était intéressant, j'essaie de résumer dans ma tête toute l'histoire qu'on a eue. Donc, j'avais une question particulièrement sur les fake news et cette vision du bien ou du mal, ou comme vous disiez, les films où on traite, finalement il y a toujours cette part du bon, cette part du mal. Mais pour moi, il y a toujours, dans les news véritablement, est-ce que finalement on ne vit pas dans une société aussi où on dépeint une société assez négative? Et est-ce que ça, quelque part dans notre inconscient ou conscient collectif, ça ne nous amène pas finalement à vivre aussi une vie un peu, pas d'impuissance, mais quelque part où on voit les choses un peu négatives, même au niveau de l'environnement? Est-ce qu'on parle beaucoup de « ok, on va sauver l'environnement, il faut faire ci, il faut faire ça », mais finalement, qu'est-ce qu'on fait véritablement? Pas nous au niveau individuel, mais au niveau collectif. Ou l'ONU, qu'est-ce qu'on fait véritablement? Qu'est-ce qu'on impose aux grandes multinationales pour sauver l'environnement ou participer à un monde meilleur, quelque part? En fait, comme vous l'avez dit, c'est une question collective, c'est-à-dire que chacun à son niveau fait sa part, qu'il y a évidemment des intérêts qui sont divergents, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un mouvement massif de désinvestissement des principaux investisseurs financiers dans le monde qui désinvestissent massivement des sociétés qui n'ont aucune politique liée à l'environnement. Parce que de toute façon, il y a une prise de conscience, même si elle est tardive, qui se généralise. Et cette prise de conscience, elle est liée au public. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de remontée comme ça de la conscience, de la parole. L'ONU organise des conférences sur le climat depuis 30 ans. La COP, effectivement, se renouvelle d'année en année. On a l'impression que ça va pas assez vite, mais malgré tout, il y a des évolutions. Et je suis d'accord qu'ils sont pas assez rapides. Puis la société civile s'est emparée quand même de ces questions. Aujourd'hui, tous les enfants quasiment recyclent leurs déchets, on pose des questions par rapport à leur alimentation, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 10 ans. Toutes les boutiques bio qu'on voit un petit peu partout, c'est quelque chose qui est relativement récent. Et ensuite, il y a le pouvoir du politique, c'est-à-dire qu'on est en mesure aussi de réclamer un certain nombre d'évolution sur la question de la santé, sur la protection de la biodiversité, des abeilles, etc. Et puis on vote régulièrement. Donc non, moi je me sens pas du tout impuissant. Et par rapport à la fiction, c'est effectivement précisément ce que symbolise le sourire d'Élix. Élix, en fait, pourquoi est-ce qu'il est souriant? Pas parce que tout est grave. Il est souriant parce que lui, il est déjà dans l'autre monde. Il est déjà parti en 2030 en supposant que tout va bien se passer. Il nous donne en fait une direction. C'est que, en fait, oui, la situation est très très grave, mais on peut l'aborder de manière optimiste. Et c'est la façon de l'aborder qui peut créer justement les conditions de cette réalité. En disant ça, je ne suis pas du tout angéliste. Hein, c'est un vrai affrontement, parfois avec des lobbies qui sont très puissants. On l'a vu encore récemment sur la question du glyphosate. Et donc, non, il ne faut pas relâcher la pression, mais il faut avoir envie du monde d'après.
Il faut en avoir envie avec beaucoup de force. D'abord, la conscience individuelle amènera à un shift de la conscience collective. C'est toujours comme ça que ça s'est passé dans l'histoire, toujours. C'est toujours des petits groupes qui, à un moment donné, dépassent un seuil critique, à peu près 15% de la population, qui sont les plus motivés. Si vous pensez à la Renaissance, au départ, c'était 500 personnes. C'est des artistes, des philosophes, des scientifiques, quelques princes, des banquiers. 500 personnes. Ils changent le monde. Et aujourd'hui, on est dans un moment qui ressemble pas mal à ça. Et regardez autour de vous des initiatives, qu'elles soient à petite échelle ou à plus grande échelle, des patrons d'industrie qui créent un modèle complètement nouveau. J'ai l'impression quand même que ce groupe de personnes augmente, qui sont de plus en plus puissants. Il y a encore évidemment tout à faire, on n'a pas beaucoup de temps, mais si on baisse les bras, c'est sûr que ça n'arrivera pas. En fait, je fais un film sur ce sujet-là dont je parlerai demain, et la masse critique, c'est notamment comme ça qu'on y arrivera. Je disais juste ça par rapport aux fake news, parce que moi, c'est un débat où je suis toujours un peu... J'aime pas trop le fait qu'on va nous dire ce qui est vrai ou ce qui est faux, parce qu'il y a quand même quelque part une forme de manipulation qui peut justement empêcher, enfin pas empêcher, mais contrecarrer l'effet de masse critique quelque part, parce que qui décide ce qui est vrai véritablement, vous voyez, ou faux? C'est quelque chose qui me met un peu mal à l'aise, mais bon. Il y a une phrase qui était un de nos slogans dans le temps d'Electronic Shadow, qui était la vérité est un point de vue, et encore plus aujourd'hui. Je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin des journalistes, mais qu'effectivement il y a un vrai problème d'indépendance, à la fois des infos qui peuvent circuler et d'être massivement transmises à travers des algorithmes, mais également des groupes de presse qui sont tenus par des intérêts industriels qui peuvent bloquer certaines informations. Donc c'est quelque chose qui est en train de se construire. On est dans une transition totale de l'information et également de la fiction. Et des deux qui finalement se regardent. Pourquoi les journalistes font autant de films? Vous dites que vous faites un film. Parce qu'aujourd'hui, dans une salle de cinéma, on peut concentrer l'attention d'un public pendant 1h30, ce qui est quasiment plus possible avec aucun autre média. Parce que pendant que les gens regardent votre journal ou votre info, ils sont en train de regarder leur téléphone en même temps, ils ont des notifications avec ça. Donc les espaces finalement de spectacle, on est dans la société du spectacle, ces espaces de spectacle deviennent des lieux d'information. Et on a vu le succès du film Demain, qui est un film documentaire, où en même temps on transmettait un message. On l'a vu au cinéma, on ne l'a pas vu sur un téléphone ou dans un journal. Et donc il y a beaucoup de films comme ça qui se préparent. Et d'ailleurs, je vais faire une annonce à cette occasion, puisque cette idée que justement la salle de spectacle, qui nous vient également de notre histoire, puisque le motif du théâtre est là depuis l'Antiquité, où les Grecs choisissaient des emplacements par rapport au décor, et le théâtre grec est le lieu de départ de cette transmission des histoires et de la mythologie. Les salles de théâtre existent encore aujourd'hui. Bon, on y met des écrans, on projette des films 3D, tout ce que vous voulez, mais c'est des espaces dans lesquels on accepte de confier notre attention et notre imaginaire à des auteurs, à des réalisateurs, à des équipes expérimentées dont c'est le métier. Et donc ça redevient un espace dont on a cru qu'il était perdu à cause de la télévision, mais au contraire, la télévision aujourd'hui, tout le monde pareil, la regarde avec son téléphone. Au cinéma, vous n'avez pas le droit. Donc c'est très cool en fait. Et c'est la raison pour laquelle en fait, l'histoire que je vous ai racontée, un des chantiers sur lesquels je travaille, c'est de pouvoir la raconter sur un écran de cinéma, de manière à pouvoir utiliser la fiction pour agir sur le réel. Merci beaucoup Yacine Aït Kassi. Merci à Elix également.